Alors, c'est reparti. Donc, tout simplement, après avoir brossé les traits, on va dire, de la Catalogne avant la Catalogne, maintenant, il va falloir s'interroger, enfin, s'intéresser plus particulièrement au Moyen Âge, au premier Moyen Âge, donc juste après la chute de l'Empire romain. Dans un premier temps, on va voir la période barbare. Les barbares. Donc l'Empire romain tombe en 476, les Visigoths s'installent, conquièrent la péninsule catalanaise, ils s'étendent petit à petit, euh, et ce qui va se passer, c'est que ils ont amené en fait un essor économique et social assez fort, puisque des centres vont se développer, comme le centre de Bacino qui a donné la Barcelone actuelle petit à petit. Au niveau culturel, on a des religions qui sont polythéistes, puisque les barbares sont le plus souvent polythéistes, ils viennent d'Europe de l'Est, de la Germanie actuelle, mais ils admettent quand même le catholicisme et continuent aussi culturellement toujours le commerce portuaire, comme l'avaient fait les Romains avec la Mare Nostrum. Les Visigoths se sont étendus de plus en plus en allant jusqu'à la Lusitanie, le Portugal, et ils ont même tenté en fait d'aller jusqu'à Byzance. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que entre le 6e et le 8e siècle, il y a vraiment une extension énorme des barbares qui ne s'est pas limitée en fait qu'à la Catalogne, mais comme c'est le champ, le territoire qu'on étudie, on va tout du moins s'y restreindre. Et d'ailleurs, le nom Catalogne aurait une double étymologie, une étymologie provençale, qui désignerait en fait les petits châteaux, hein, les catalans, les petits châteaux musulmans, ou alors une étymologie pardon, wisigothe, hein, donc barbare, euh, Gotalonia qui voudrait dire le pays des Goths. Voilà. Vous avez une carte de la péninsule ibérique dans le diaporama. Et petit à petit, donc, quand les Visigoths se sont installés, ils ont choisi Tolède comme leur capitale principale. Ils ont créé un droit barbare avec l'annulation du droit romain. Ils ont permis aux esclaves juifs de ne pas se convertir au christianisme comme ça a été le cas sous le siècle d'or. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'ils ont repris des traits du catholicisme, puisque en Catalogne, ce qui était très important, c'était les évêchés, tout simplement. En fait, les évêchés, c'était des portions de terre, des territoires, mais aussi des unités institutionnelles qui permettaient de gérer correctement le territoire. Économiquement parlant, on a une plutocratie, c'est-à-dire que les chefs barbares les plus riches font la loi. Dans un deuxième temps, maintenant, à partir du 8e siècle, toujours dans notre Catalogne, on a l'invasion musulmane, l'Al-Andalus. Euh, Ce qui se passe, c'est que les musulmans s'intéressent très tôt, dès le 6e siècle, au territoire sud du royaume wisigoth, c'est-à-dire en fait l'Andalousie actuelle. En 711, les Arabes trahissent Roderick, le dernier roi wisigoth, et s'emparent de la péninsule entre 711 et 714. Euh, on a une avancée qui est spectaculaire de la part des musulmans, parce qu'en à peine 70 ans, les musulmans ont réussi à installer un organe institutionnel et territorial très pérenne, les califats, une unité juridique, une unité culturelle, euh, face au nord et en Catalogne à l'empereur Charlemagne, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui a en fait défendu le territoire, puisque la Catalogne n'a pratiquement jamais été conquise par les musulmans. Euh, Charlemagne puis ses successeurs ont toujours essayé de vraiment protéger cette région. Voilà. Et dans un troisième point, toujours au niveau du Moyen Âge, on a maintenant les comtes de Barcelone. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces comtes? Qu'est-ce qui se passe avec les musulmans? Charlemagne prend Barcelone en 801, donc au tout début du IXe siècle. Les terres arabes du nord puis du sud sont peu à peu intégrées à la marche hispanique de l'Empire carolingien. C'est une entreprise de conquête des territoires péninsulaires qui se traduit par un écrasement progressif de l'ennemi musulman. La marche va s'organiser en nombreux comtés
dont la Catalogne et les comtés de Barcelone. Voilà, donc ce sont des territoires qui sont administrés par des comtes, qu'on appelle parfois des marquis dans l'imaginaire franc-carolingien, et qui prennent la forme d'évêchés chrétiens, comme c'était le cas avec les barbares, les Visigoths. Ce qui va se passer également, c'est qu'à la toute fin du IXe siècle, donc, il va y avoir un Wilfrid, donc un comte, qui va être nommé maître des comtés de la Marche hispanique. Donc, il est comte de Barcelone. Donc là, on a effectivement ici la ville la plus importante. Et petit à petit, il va y avoir une institution qui va se créer. Voilà, c'est les comtés de Barcelone pour représenter le territoire catalan. Et à la fin du IXe siècle, tous ces comtés sont virtuellement indépendants. À partir du Xe, XIe siècle, la Marche hispanique prend ses propres marques et devient totalement indépendante de la tutelle carolingienne en 985. Et effectivement, parce que Hugues Capet, qui est donc le premier capétien et qui hérite de l'Empire carolingien, tout simplement, n'aide pas les comtes qui sont toujours assaillis par les musulmans, puisque les musulmans sont quand même restés jusqu'en 1492, au sud, certes, mais il y a eu on va dire, des queues de comètes jusqu'au XIVe, XVe siècle. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et ce qui montre ici qu'il y a déjà cette idée d'indépendance, puisque les Capétiens, donc les héritiers de la Marche hispanique, n'aident plus les comtes de Barcelone et le comte, on va dire, le comte en chef, celui qu'on avait vu auparavant. Et donc au niveau de l'historiographie, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a vraiment cette marque de l'indépendance qu'on peut voir par exemple dans le diapo avec la señera qui est un symbole, hein, un drapeau tiré d'une légende et qui a été repris en fait comme le drapeau, le drapeau catalan pour montrer qu'il y avait bien effectivement cette volonté d'indépendance, de particularisme au moins catalan.